au Mokunzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table. Nous tentons de leur donner un sens ou une forme selon notre invité. Un invité donc avec moi sur ce plateau pour aborder des grandes questions de l'heure. D'abord, le discours du président de la République au siège des Nations Unies, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a abordé un certain nombre de choses. Un discours qui, disons-le quand même, a été assez inaudible, vu qu'il y avait un autre point majeur d'actualité dans le pays. On reviendra aussi sur la question de la dernière marche de la Mouka et les revendications de M. Martin Fayoulou, sans oublier d'autres questions importantes d'actualité, notamment la question liée à la CENI. Un invité avec moi sur ce plateau pour la toute première fois. J'espère que c'est juste une manière inaugurale et que ça ne sera pas la dernière. M. Cédric Moudiantou. Monsieur Moudiantou, bonjour. Bonjour, monsieur Perron. Bienvenue à cette émission. Merci. C'est la première fois, mais j'espère que ça ne sera pas la dernière. Ici, c'est chez vous, revenez quand vous voulez. Je rappelle que vous êtes cadre de Haute Vision du Congo, parti cher à monsieur Didier Boudimbu. Haute Vision du Congo, ça veut dire quoi? Quelle est cette vision différente que vous avez, que vous voulez imposer dans l'atmosphère, dans la scène politique congolaise? Je voudrais commencer par vous remercier pour l'invitation. Ça a toujours été un plaisir pour nous, en tant que parti politique qui prône les valeurs, notamment, vous l'avez dit, Haute Vision du Congo, d'échanger avec les Congolais sur des questions qui conditionnent l'avenir du pays. Mais pourquoi Haute Vision du Congo? Nous n'allons pas rappeler le Congo d'hier, qui d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui sont en train de décrier, où vous aviez des hommes politiques qui travaillaient pour leurs intérêts, qui bafouaient l'intérêt collectif pour les intérêts sélectifs, leurs intérêts et ceux de leurs proches. Un Congo où l'on pouvait franchement ignorer ou encore bafouer les valeurs démocratiques, alors que nous nous appelons un pays démocratique. Et ce pays-là a d'abord a plongé tout de suite dans tout ce que nous avons connu dans ce pays. Mais à la suite de tous ces désastres, vous avez eu un combat du feu Dr Etienne Tshisekedi Mulumba qui, en son temps, a parlé du changement. Mais le changement, qu'est-ce qui devait changer? Ce qui devait changer, c'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de dire avec Maître Didier Boudimbu, la vision. Pourquoi la vision? Il fallait d'abord impulser une nouvelle façon de voir la politique, notamment la gouvernance placée au centre de la justice. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de décrire la justice parce que hier, une justice sélective, une justice réduite en instrument de répression politique, alors que la justice devait être le socle de la gouvernance, comme on dit. La justice élève une nation. Alors, avec l'état des droits prôné par le chef de l'État, la vision de Maître Didier Boudimbu que nous appelons autre vision, nouvelle vision de construire le Congo, constitue la nouvelle donne politique pour construire le Congo et cesser de voir le Congo comme tout ce qu'on nous raconte la chanson, dotation, économie, scandale géologique. Mais il fallait alors que les Congolais vivent exactement ce que dispose leur pays et qu'il y ait effectivement une relation entre la vie réelle et ce qu'a le pays comme richesse. C'est ça l'autre vision du Congo. En fait, en bref, autre vision du Congo, c'est cette vision-là qui considère le pays comme un bien, un patrimoine pour tous les Congolais qui y habitent et qui doivent effectivement en bénéficier comme ou encore de manière égale. Comme le dit aussi la loi, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Non, mais vous parlez de Tshisekedi, apparemment c'est votre mentor. Tshisekedi a quand même une grande institution qu'il a laissée, l'UDPS. Pourquoi ne pas adhérer à l'UDPS? Vous parlez des Boudimbu, au lieu de créer une sorte d'appendice à l'UDPS. Vous pensez que les valeurs que vous prônez là, à l'UDPS, si vous étiez dans l'UDPS, vous ne l'aurez pas eu, au lieu de créer un autre parti mallette, comme on a l'habitude de les appeler. Parce que bon, Autre Vision du Congo, je vous regarde dans les yeux, peut-être quand même rangé dans la liste des partis mallettes qui n'a pas pignon sur rue. C'est votre avis, nous sommes dans la démocratie, je vous le concède, mais ce n'est pas l'avis de ceux qui vous ont suivis, ça veut dire les Congolais. Adhérer à l'UDPS, ce n'était pas un problème. Aussi créer un autre parti politique, ce n'était pas un problème, nous sommes un pays acquis à la démocratie. En 1990, il y a eu le multipartisme, alors il fallait aussi donner sens à cela, le multipartisme qui s'inscrit déjà dans le sens de la démocratie, alors une démocratie qui devait vivre. L'UDPS, oui, nous sommes alliés de l'UDPS et nous continuons, nous relayons le combat du fait Dr Etienne Tshisekedi Mulumba. Mais d'abord, je voudrais rejeter en bloc
Quand vous dites parti mallette, non, nous ne sommes pas un parti mallette puisque en termes de mobilisation, nous faisons preuve. Non, mais justement, vous êtes installé où? C'est la question qu'il faut se poser. Sommes... Avant, vous étiez ici à Kitambo. Je vois maintenant que vous êtes sur Triomphal. Est-ce que le parti est chez moi à Ilebo? Est-ce que vous êtes chez moi à Kananga? Vous êtes en Boujima? Quand on parle de partis mallettes, c'est un peu la multiplication de ces partis qui n'ont pas pignon sur rue et qui n'ont pas d'attache. Installé, vous entendez le siège, moi j'entends installé comme rapprochement vers le peuple congolais. Le parti Haute Révision du Congo est installé à travers tout le pays. Nous sommes dans tous les coins et recoins du pays. Mais puisque en politique, la mobilisation est une bataille jamais gagnée, nous continuons avec le nouveau secrétaire général qui a été mis en place, Maître Magloire Kassongo, de dynamiser, puisque l'objectif avec lui, ou encore l'objectif de l'autorité morale Maître Didier Boudimbo dans cette nouvelle donne politique avec Maître Magloire Kassongo, c'est de projeter l'avenir, notamment les élections de 2023 que nous voulons gagner, c'est-à-dire faire réélire notre champion, le président Félix Tshisekedi, cette fois-là avec une majorité confortable, mais une majorité où vous avez des députés des AVC allant peut-être au-delà des 50. Vous les vivrez puisque nous travaillons dessus. Parce que pour le moment, vous n'en avez pas. L'AVC est né juste après les élections ou vous étiez là avant les élections? Non, nous étions là avant les élections, bien sûr. Mais vous n'avez pas de députés, hein? On n'a pas de députés. Nous étions avant les élections. L'AVC venait de fêter le 28. Non, fêtera plutôt ses 28, c'est 5 ans d'existence. Vous êtes quand même un parti jeune. On comprend que, voilà. On peut vous excuser un certain nombre de choses. Il n'y a pas de problème. Vous dites que vous voulez gouverner autrement, une justice qui n'est pas à double vitesse, mais vous êtes quand même les alliés de M. Tshisekedi. Est-ce que l'état que vous reprochez, que vous combattez là, en 3 ans de mandat de M. Tshisekedi, est-ce qu'on n'est pas en train de les vivre? Quand nous disons qu'hier la justice était réduite en instrument de répression politique, on peut citer beaucoup d'éléments. Alors, vous avez eu des prisonniers politiques, vous avez eu des exilés politiques, vous avez eu même la répression réelle en termes de manifestations politiques. Mais nous assistons à ça aujourd'hui. Non, c'est très faux. Vous allez dire quoi de Jacques Ndala qui se trouve en prison? Vous allez dire quoi de Barnabé Milingagno qui se trouve en prison? De Henri Magie seulement parce qu'il a dit que le président Félix n'était pas élu? Vous allez dire quoi de Aïcha Okoko? Comment il s'appelle? Tatiana, qui a fait plus de 2 semaines ou 2 semaines dans le cachot de l'année. Mais tous ces antivaleurs, c'est ce que nous vivons avec vous au pouvoir et votre allié, M. Tshisekedi. C'est très faux. Une fois entré au pouvoir, il a donné un très grand signal. Le grand signal qu'il a donné, c'était la normalisation de l'environnement politique. La normalisation, ça veut dire d'abord vider cette question des dictatures avec des prisonniers et exilés politiques. Vous aviez Moïse Katumbi qui était à l'extérieur, qui n'a pas pu venir aux élections en tant que candidat, puisqu'on lui a empêché. Vous avez d'autres leaders politiques en prison. Mais vous en avez effectivement qui étaient aussi morts à cause de leurs opinions. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Écoutez, messieurs, même dans les pays, les anciennes démocraties, il y a des prisons. Et quand il y a des prisons, ça veut dire qu'il y a la justice qui doit fonctionner. Quand vous avez un problème avec la justice, quand vous êtes condamné, vous devez faire la prison. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ce n'est qu'au Congo où vous avez des hommes qui se veulent des hommes forts. Quand ils posent un acte contre la loi, contre le pays, on le condamne, il brandit sa casquette de politique. Là, alors, ça rentre dans la contradiction du combat que nous avons mené. Le combat de l'état des droits, toutes ces personnes que vous avez citées n'ont rien à voir avec la politique et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des prisonniers politiques, disais-je, pour la simple raison qu'ils ont fait face à la justice. Ce qui leur avait été reproché par rapport à leurs actes posés a été mis en évidence. Effectivement, ils devraient être là. Donc il n'y a rien à voir avec la répression politique. Aujourd'hui, le Congo vit dans une dimension de démocratie, quoique nous sommes en train d'avancer vers le mieux. Donc vous comprenez-vous que Jacques Ndala se trouve en prison, alors qu'Augustin Kabouya qui a dit qu'il va distribuer les armes soit à l'extérieur, alors que Fils Moukoko qui a dit qu'il va distribuer les armes pour exterminer les gens soit dehors. Vous comprenez-vous qu'Henri Magie se retrouve en prison, alors que Eteni Longondo, sur qui pèse un rapport accablant de l'IGF de 6 millions de dollars, se trouve en prison. Vous parlez de la justice à 2 vitesses, mais elle est là, cette justice-là. Quelle est cette autre vision que vous nous amenez, vous et votre allié, M. Tshisekedi? Je pense d'ailleurs que la justice a été très large, notamment dans le cas de Henri Magie, que vous avez parlé, puisque vous citez aussi Henri Magie comme prisonnier politique, alors qu'il a présenté Joseph Kabila comme quelqu'un qui a trahi la République, quelqu'un qui a inféodé la CENI, d'après Henri Magie, pour imposer au pays un président de la République. La justice a été trop clémente envers ces messieurs-là. Je pense qu'il va falloir que nous ayons, ou bien que nous montions un peu dans l'analyse de ce que nous faisons. Monsieur Augustin Kabouya, il a été face à la justice. C'est puisque nous voulons donner à la justice une couleur, puisqu'il s'agit d'un proche du pouvoir. Non. La justice ici, le combat que nous avons mené, c'est d'avoir une justice indépendante.
acceptons au moins, puisque nous avons des faits, nous avons des proches du président de la République. Il y a eu un partenaire du président pour la conquête de ce pouvoir. Aujourd'hui, qui se trouve en prison, croyez-vous qu'Augustin Kabouya est plus important que celui-là? Augustin Kabouya est de l'UDPS, alors que pour conquérir le pouvoir, l'UDPS a eu un partenaire. Alors, en termes de considération ou de pondération, qui valait plus qu'il fallait. Mais celui-là, aujourd'hui, se trouve en prison. Il fallait écarter parce qu'il avait des élans présidentiels. Hein? Non. On sait que Vital, vous rappelez tout le temps qu'en 2023, c'est lui qui serait candidat. C'est comme ça que vous l'avez écarté. C'est le peuple congolais qui juge de toutes les façons les accords individuels. Les accords inter-individuels n'engagent pas l'État. Monsieur Vital Kamerhe, pour qui nous avons beaucoup de respect, a un grand parti politique. Aujourd'hui, il représente une certaine image ou encore un ancrage dans la politique congolaise, dans le pays aujourd'hui. Mais écoutez, quand c'est la justice qui a jugé et que les résultats de la justice a été celui-là, il n'y a pas que Vital Kamerhe qui devrait ou encore qui serait le candidat potentiel en 2023. Il y en a bien d'autres. Martin Fayulu vous dira le contraire. Il n'est pas pourtant inquiété par la justice. Je crois on doit faire une analyse objective sur les décisions de la justice. Aujourd'hui, au monde, nous devons saluer les avancées significatives sur le plan de notre justice que nous avons décriée hier sous le régime Kabila. Mais vous dites quoi de cette justice-là quand on sait que, bon, vous dites distribution équitable de nos richesses, alors qu'on sait que depuis qu'il est là, le président de la République, il fait toujours plafond, hein, dépassement budgétaire, 130 000%, 118%, sans ceci. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même assez à l'opposé de toutes les valeurs que vous avez évoquées ici, monsieur. De toutes les façons, quand vous avez... parce que vous faites allusion au rapport de la reddition des comptes de l'année dernière. Nous nous sommes longuement apaisantis sur cette histoire pour montrer qu'il s'agissait d'un montage d'une organisation politique qui voulait ruiner ou encore détruire l'image du président de la République. Ce que fait le président de la République aujourd'hui, il y en a qui sont en train de considérer que tous ces voyages qu'il fait, la diplomatie des navettes, ne rapportent rien à la République, alors que vous êtes vous-même, vous connaissez d'où nous venons. Et l'image du Congo d'hier, nous n'avions même pas, on ne pouvait même pas être compté. La RDC avait perdu la fierté d'être État. Mais avec le chef de l'État aujourd'hui, la consécration du renouement avec les institutions de Bretton Woods, vous n'allez pas refuser de l'inscrire dans le cadre de la diplomatie aujourd'hui agissante menée par le président. Je pense la valeur qu'on doit donner aux actions menées par le président, nonobstant tout ce que ça peut coûter à la République, ne peuvent jamais représenter ce qu'a besoin, ce que la République a besoin pour sa reconstruction. C'est dans ce sens-là qu'il faudrait voir l'action aujourd'hui du président de la République. Il n'y a pas de dépassement budgétaire. En tant que garant, en tant que père de la nation, il sait ce qu'il doit faire pour le bien du Congo. Et le bien du Congo n'a pas de valeur. La valeur monétaire qu'on doit donner au bien du Congo, nous ne pouvons pas aujourd'hui considérer question de voyage, ou encore ce que vous considérez comme les dépassements budgétaires, les rapports politiciens qui ont été montés dans les officines des partis politiques. Absolument pas. Le pays est en train d'avancer dans une vision qui est claire, que le peuple congolais a acceptée, sur base de laquelle le président de la République a été élu en 2023. 103 voyages, parce que vous m'amenez sur le terrain des voyages, on parle de plus de 250 millions de dollars américains pour 103 voyages. Vous ne pensez pas que ça n'est un peu de trop? Le président est allé parler à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a fini, et j'ai lu sur les réseaux sociaux que depuis hier, il est arrivé à Bruxelles. Il fait quoi à Bruxelles? Tout ça, l'avion qui traîne là, c'est de l'argent du contribuable. Les séjours, c'est des contribuables. Le contribuable a payé pour que le président aille à l'Assemblée des Nations Unies. Le président a fini. À l'heure où nous parlons, il est à Bruxelles. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Est-ce que ça ne vous choque pas, vous, Congolais, jeunes, d'avoir un président qui voyage tout le temps, même quand il ne faut pas voyager, notre président, il voyage quand même. S'agissant de la situation, par exemple, de l'Est de la République, il vous avait dit qu'il était prêt. La prédisposition de sacrifier sa vie. Et sacrifier sa vie rentre dans le cadre de voyage. Avant d'être président de la République, il voyageait. Et pour lui, le voyage n'est pas un luxe, puisque le voyage, d'abord pour nous tous, c'est un danger, c'est un risque qu'il prend. Mais il sacrifie sa vie de cette manière-là, puisqu'il veut rapporter aux enfants, puisque c'est le père de la nation. Puisqu'il veut rapporter, vous, exactement, vous êtes aussi parents, je le suppose. Quand vous sortez le matin, parfois vous êtes à la maison, vous sentez que le corps ne répond pas, mais vous vous rendez compte que vous devez partir, puisqu'il y a des enfants qui attendent de vous. Et vous prenez parfois le risque d'aller où il n'estime jamais, il n'imagine jamais que vous serez parti. C'est ça, être responsable. Il n'est pas en train de voyager puisqu'il a le plaisir de voyager, ou bien il a commencé à voyager puisqu'il est président de la République, il le faisait toujours. Là où il est à Bruxelles, il fait quoi? Parce qu'il ne voyage pas, vous dites qu'il ne voyage pas, parce qu'il y a Bruxelles ou ailleurs. Il a fini son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. À l'heure où nous parlons, on dit qu'il est à Bruxelles. Il fait quoi? Bruxelles ou ailleurs, partout où l'intérêt du Congo pourra l'appeler, je crois qu'il doit aller. Il doit partir. Ce n'est pas Bruxelles, ça peut être même le dernier coin du monde. Tout autant que c'est l'intérêt du Congo qui l'amène,
le président public doit aller, puisque nous, enfants, nous, peuple congolais, attendons de lui un résultat. Il a hérité d'un pays qui était dans le gouffre, il doit le ramener et donner à ce pays, un pays qui a une certaine image, ça veut dire redorer l'image du Congo. Ce n'est pas un petit travail, c'est un travail diplomatique, mais également un travail d'une gestion interne efficace. C'est ce qui est en train d'être fait. Même si ça nous coûte 250 millions de dollars. Ça peut aller au-delà. Je vous ai dit ici, la vie des Congolais n'a pas de valeur monétaire. Monsieur Cédric, il est en train de travailler. Ça peut aller au-delà. 250 millions de dollars. Ça peut aller au-delà. On parle de 113e voyage. Si cela est consécutif au bien que nous attendons de lui en tant que père, en tant que garant, il doit le faire. Puisque d'abord, nous ne devons pas voir ce qui s'est fait aujourd'hui, mais nous devons regarder d'où nous venons. Nous étions un pays qui était rejeté. Vous n'aviez pas la fierté d'être congolais. Vous avez vu comment nos sœurs ont été humiliées à Brazzaville. Nous cherchions à aller même là où il n'y avait rien du tout, mais puisqu'on avait besoin de vivre, ne serait-ce qu'en tant qu'humain. Mais on doit redonner à ces pays le goût et à son peuple le désir de vivre dans son propre sol. Nous avons un pays qui est pourtant très riche, alors que nous étions en train de fuir, aller ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il a, lui, comme devoir? Qu'est-ce que nous lui avons donné comme mission en tant que président pour faire pour nous en tant que peuple? C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Cela n'a pas de valeur monétaire. Il peut aller partout. C'est plutôt sa vie qu'il est en train de risquer. Mais il la risque puisqu'il sent au fond de lui ce devoir-là de père, afin que nous, peuple, vivions dignement. Pour certains politiques, M. Tshisekedi n'est plus un allié rassurant, un allié sûr. Il était avec la Mouka à Genève. 24 heures après, il a résilié le contrat. Il va avec Vital Kamerhe au Kenya. Aujourd'hui, Kamerhe est en prison. Il signe avec Kabila Mbwela Lodge ici. On voit Kabound sur un cheval. On se rappellera toujours de cette phrase lorsque Roubero lui rappelé voilà ce que ça donne les pouvoirs. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Katumbi, aujourd'hui, c'est l'homme à battre au sein. Qu'est-ce que vous, M. Tshisekedi, vous donne pour que vous, AVC, vous soyez aussi confiant sur l'alliance que vous avez avec lui? Parce que visiblement, beaucoup d'acteurs politiques estiment que c'est un homme qui ne respecte pas ses engagements politiquement. Avant de venir en accord avec le président Félix Tshisekedi, il fallait savoir ce qu'il prônait. C'est peut-être ça le piège de plusieurs hommes politiques. Il y en a parmi eux, les malheureux, je peux ainsi les dire, qui avaient géré avec Joseph Kabila, qui étaient habitués avec les anciens régimes où vous pouvez prendre beaucoup d'argent, vous pouvez détourner, personne ne vous inquiète. Ils ne se sont pas rendus compte que c'était l'heure du changement avait sonné. Avec Félix Tshisekedi, il fallait d'abord commencer par se convertir avant de venir en allié avec lui. C'est peut-être l'intérêt que nous, ou encore la chance que nous avons d'avoir compris cela, et c'est pour ça que nous appelons autre vision du Congo, parce que lui, il prend le changement, nous prenons une autre vision. C'est quoi l'autre vision du Congo? C'est le changement. Et c'est quoi le changement? C'est cette autre vision du Congo. Donc ça veut dire que nous sommes dans une relation. Mais ceux qui étaient venus pour prôner ou encore pour se cacher derrière Tshisekedi, qui avait considéré que celui-ci était une blanchisserie, il s'était justement trompé parce que lui, il est porté par le peuple. Porté par le peuple puisqu'il a porté l'intérêt du peuple. Il a relayé la vision d'Étienne Tshisekedi. Vision d'Étienne Tshisekedi que le peuple avait acceptée et à laquelle il avait adhéré. Vous voyez. Alors le fait que ceux-ci n'aient pas compris cela, ils sont venus. C'est vrai, vous êtes en train de décrire le fait qu'ils soient en prison, tout ça. Mais je vous ai dit tout d'entrée ici, les accords interpersonnels n'engagent pas l'État. Le président Félix Tshisekedi, c'est le président du Congo. Il n'est pas élu par des coalitions ou encore des partenaires politiques. Il est élu par le peuple congolais et il doit respecter les lois de la République par rapport à la fonction président qu'il occupe. Ça n'a rien à voir avec les accords politiques. Ceux qui s'y conforment, ceux qui ont compris que l'heure du changement a sonné, ils sont là. L'UDPS a des alliés, aujourd'hui encore plusieurs alliés. Et les vrais alliés de Félix Tshisekedi, c'est le peuple congolais. Aussi longtemps qu'il est porté par le peuple, aussi longtemps que c'est le peuple qui surveille l'action du président de la République, il reste encore l'homme fort et il fera ses 2 mandats sans problème. Votre autorité morale est encore au gouvernement, espérons qu'il va y rester. Au cas où on faisait les remaniements et qu'il n'est plus là, on verra si vous tiendrez le même discours. Mais nous sommes alliés de l'UDPS avant que le président Félix Tshisekedi ne soit président de la République. Ça veut dire que ce ne sont pas les postes qui nous rapprochent de lui. Il peut être ministre comme pas, mais tout autant qu'il prônera l'autre vision du Congo, tout autant qu'il prônera les valeurs que le président de la République est en train de prôner, nous serons toujours ensemble, puisque nous entendons ce que le peuple congolais nous dit. Alors cette politique de proximité avec le peuple congolais, comme c'est la même qu'a menée Étienne Tshisekedi, aujourd'hui l'UDPS avec Félix Tshisekedi comme président de la République, nous sommes alliés de l'UDPS et nous sommes fiers de l'être. Vous parlez des valeurs, mais c'est quelles valeurs quand vous voyez aujourd'hui la polémique sur l'affaire Gisèle Mpela, où on voit une dame se faire expulser de la manière la plus... voilà, c'est qu'on a vu. On a vu des petits-enfants parler, présentés comme les enfants du président de la République. Vous, laudateur du changement, laudateur des valeurs,
Comment vous regardez ces images-là? Ça vous dit quoi quand vous le regardez? Oui, ma réponse aura deux volets. Le premier volet, nous devons vivre dans un monde réel, n'est-ce pas? Et ce pays a beaucoup de problèmes. Alors tout autant que tout ce que vous êtes en train de raconter là, c'est passé dans les réseaux sociaux. On ne peut quand même pas réduire tout un pays à ce qui se passe dans les réseaux sociaux justement. Donc nous considérons d'abord que c'est des histoires des réseaux sociaux et nous n'accordons aucune crédibilité à ça. C'est le premier volet de ma réponse. C'est-à-dire que ces enfants-là ne sont pas ces enfants, écoutez, que ce qu'on raconte là est faux. J'ai donné le premier volet de ma réponse. C'est un fake news. C'est celui-là. Donc ça n'engage que ceux qui y mettent leur attention. Deuxièmement, M. Perrault Louara, à l'instar de tous les Congolais ou encore de tout humain, vous avez aussi une vie privée, je pense. Alors nous ne devons quand même pas freiner les questions de la République pour regarder dans ce qui est privé. Le président République, moi je viendrai ici, vous m'inviterez, je reviendrai pour parler de Félix Tshisekedi en tant qu'institution, c'est-à-dire président de la République, et non pour parler de Félix Tshisekedi en tant qu'individu. Je ne le ferai jamais, comme je ne parlerai jamais de vous en tant qu'individu, mais je parlerai de vous en tant que journaliste. Ici je parle de Maître Didier Boudimbo en tant que homme politique, en tant que leader d'opinion et non en tant que... Non, mais Boudimbo n'a pas pris sa vie privée, il n'a pas mis ça sur la place publique. Non, ça veut dire quoi? Boudimbo qui est je parle de il prend sa vie privée, il le met sur la place publique. Il ne peut pas nous empêcher de pouvoir ergoter autour de ça. J'ai parlé de vous, n'est-ce pas? Ouais. Ça veut Même dire... moi, les jours où vous verrez ma vie privée mise sur la place publique, peut-être que vous allez faire un commentaire. En quoi votre vie privée intéresse la nation? Non, mais quand vous avec autant de problèmes que nous avons, je pense. Moi, je ne suis pas président de la République. Non, je pense vous parlez de la première institution du pays. Non, mais je vous ai donné le... C'est la vie de la première institution du pays, la vie de la première institution du pays. Alors nous devons parler de l'institution président de la République et non de l'individu, puisque lui aussi en tant qu'individu, en tant qu'humain, puisque j'avais dit à l'instar de tout humain, il a une vie privée et sa vie privée ne nous intéresse pas. Vous ne nous verrez jamais venir ici parler de Martin Fayoulou. Par rapport à sa vie privée, nous parlerons de lui en tant qu'opposant, puisque nous devons respecter, c'est ça aussi l'état de droit, nous devons respecter la vie privée de tout le monde. Tout le monde a besoin de vivre sa vie, tout le monde a une vie intime, tout le monde a ses affaires personnelles, mais ce qui nous met ensemble, c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse chez Félix Tshisekedi, c'est l'institution président de la République et non l'individu Félix Tshisekedi. Ça, je n'en parle pas. Donc vous, ça ne vous a pas scandalisé? Non. Ça ne vous a pas scandalisé ces choses? Non, j'ai dit ceci. Je n'en parle pas pour les deux raisons que je viens de donner. Des histoires. Un jour aussi, vous avez vu dans ce pays, non? Pour vous descendre, M. Perrault Louara, c'est vrai, et je profite de l'occasion pour vous jeter des fleurs. Vous êtes en train de monter sérieusement, mais il y a quelques adversaires qui vous regardent quelque part qui disent, mais comment nous allons faire pour le rabaisser? Et ils feront ce genre des histoires. Et puisque ça sera aussi votre vie privée, nous serons obligés de parler de vous en tant que journaliste très compétent derrière que vous êtes. Dites-moi un peu, monsieur Cédric, quand vous regardez la gestion de la République avec M. Tshisekedi, vous pensez qu'on est en train d'avancer, on est en train de stagner ou on est en train de reculer par rapport à là où il a pris la République? Parce que vous voulez qu'on parle de lui. Vous jugez comment l'action de M. Tshisekedi depuis qu'il est là au pouvoir depuis 3 ans? L'action du président Félix Tshisekedi est évolutive par rapport à la situation qu'il a héritée de l'ancien régime. Évolutive puisque d'abord aujourd'hui, nous avons des faits. Quand je dis ça, il y a des enfants qui s'apprêtent à rentrer à l'école qui n'avaient jamais accès à cela. Alors, si nous rejetons ça, si nous méconnaissons ça, c'est comme si nous jetons un discrédit aux efforts combien louables de la République, mais également à cette jeunesse aujourd'hui qui bénéficie de cette action positive. Deuxièmement, aujourd'hui nous parlons de réserve d'échange 3,3 milliards. Ah, vous parlez de la gratuité de l'enseignement? Oui, j'ai parlé de la gratuité de l'enseignement. Non, mais beaucoup vous relativisent le bon sens de cette gratuité parce que ça quand même, d'une certaine manière, rabaisser la qualité de l'enseignement. Vous avez des salles de classe bondées aujourd'hui, des enseignants totalement démotivés. Est-ce que vous pensez qu'il était important de privilégier la quantité par rapport à la qualité? Ce n'est pas la gratuité de l'enseignement qu'on va épargner de la question démocratique. La démocratie voudrait qu'il y ait des sons de cloches différents. Aujourd'hui, vous baissez les prix des maniocs, quelqu'un vous dira non, en air de son mange le riz. Quand vous baisserez celui des riz, on vous parlera des patates. C'est comme ça. Donc la démocratie doit fonctionner. Mais je me dis, cette gratuité de l'enseignement avait une disposition constitutionnelle qui était consacrée par la Constitution en vigueur depuis 2006. Pourquoi elle n'était pas en vie? Pourquoi on ne l'avait jamais appliquée? Face à la loi, on ne déroge pas puisque c'est ça aussi l'état des droits. Félix a hérité d'un pays dont vous connaissez l'état économique, l'état financier, mais quand il est venu, puisqu'il est intransigeant face au respect des lois, nous avons la gratuité de l'enseignement. Mais ça, c'est la volonté politique. Nous inscrivons ça dans la logique de la volonté politique. Il pose l'acte. Alors, le fait que l'acte est posé, nous avons constaté qu'il y a flambé, ça veut dire qu'il y a des classes pléthoriques et tout ça.
Ça, maintenant, c'est une situation que nous constatons à la suite d'une action posée. Alors, nous essayons d'y répondre. Essayer d'y répondre, c'est normalement commencer à construire les infrastructures scolaires. C'est qui est donc là, ça a été posé sans réfléchir. Non, ce n'est pas sans réfléchir. Je vous ai dit. On pose et puis bon, non, écoutez, j'ai dit face aux lois, on ne déroge pas. Nous allions rester dans un pays où on vous dit, nous combattons le phénomène Koulouna. Les Koulouna, vous savez, les fléaux que nous connaissons, tous les aspects négatifs de ces phénomènes. Mais comment voulez-vous combattre les phénomènes Koulouna quand vous avez des enfants qui ne partent pas à l'école? Vous entretenez cela ou bien vous les combattez? Qu'est-ce qu'il fallait faire? D'abord, rapprocher ces enfants de l'école et essayer maintenant de les mettre dans les conditions ou bien les laisser à la maison, continuer à désorganiser le foyer et la société et subir après. Je pense, gouverner, c'est prévenir. On ne tente pas de résoudre les conséquences des causes. On résout plutôt les causes des conséquences. Et c'est ce qu'a fait le président Félix Tshisekedi. L'opposition, elle sera toujours en train de chanter comme elle chante aujourd'hui. Non, les avions, il y a des avions et tout ça. Quitter ce prix d'avion, mais il n'y a pas d'avion. Non. Nous avons posé un acte, puisque ça rentre dans le cadre du social, et nous avons constaté qu'il y a la flambée des demandes. On a ramené une solution. Donc, ça veut dire que nous partons d'un point vers un autre, une évolution. Nous sommes dans une logique évolutive. Ça, c'est un fait. Je ne suis pas ici en train de raconter des histoires à bon vin pour d'enseigne. Le peuple congolais suit, le peuple congolais voit les faits, et il connaît la situation dans laquelle le président avait pris le pays. Vous parlez de la situation économique, mais écoutez, vous voulez inscrire la réserve d'échange dans quoi? Parce qu'on vous dit que c'était une situation inédite. D'abord, vous étiez dans un pays qui était rompu du reste du monde. Nous vivions presque en autarcie sur le plan diplomatique, aucune considération. La discipline financière, l'orthodoxie financière a consacré le renouement avec les institutions de Bretton Woods. Cela rentre dans le cadre de la stabilisation de la situation économique, la lutte contre l'inflation sur le marché. Quand vous êtes dans une situation d'une inflation galopante, vous voulez que le peuple vive comment? Alors avec ça, d'abord, puisque la réserve d'échange finance le déficit et la balance des paiements, alors l'action gouvernementale s'attellera à augmenter les niveaux de la production de manière que nous puissions cette fois-ci aller dans le sens de l'exportation. Le peuple congolais aura les retombées. Ça veut dire nous évoluons puisque c'est ce que nous n'avons pas vu hier. Avec les dons que le FMI nous a donné des 1,5 milliard là. Pourquoi hier on n'avait pas donné ces dons? Non mais il n'y avait pas Covid hein. Cet argent est arrivé, dites-moi, comment on appelle ça, les DTS que le FMI a donné. Il n'y a aucun mérite dans ça. Pourquoi? Tous les pays du monde entier ont reçu cet argent de la part du FMI. Nous étions... Chacun au prorata de sa mise. Ce n'est pas une action du gouvernement comme vous tentez de le présenter. Non, par contre... là, c'est pas une question de gestion, ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de vivre un fait avec la gouvernance Sama Lukonde, notamment l'augmentation des recettes. J'ai parlé ici de la discipline financière, l'orthodoxie. L'augmentation des recettes, puisque vous avez là-bas la thérapie du médecin Félix Tshisekedi par rapport à la maladie du Congo. Vous avez l'IGF. L'IGF qui travaille pour boucher les voies des détournements. Tout ce qui devait revenir à la République revient à la République dans le cadre de la reconstruction. Et c'est par rapport à ça, l'État, ça veut dire que Félix Tshisekedi a créé un État qui a inspiré confiance à ces institutions dont vous parlez. Vous essayez par exemple de contourner la question, mais les Congolais suivent, les intellectuels nous ont suivis, les grands économistes le savent. Collaborer avec les institutions de Bretton Woods, cette collaboration ne peut reposer que sur la confiance. Et maintenant qu'il y a la confiance, puisqu'il y a un État qui est construit, voilà la consécration. Vous parlez de l'augmentation des recettes. Pourquoi on ne les ressent pas sur nos assiettes? Est-ce que c'est pas virtuel tout ça hein? On nous a dit la DGA, DGI, flambé là-bas, DGRAD, exactement. Comment vous expliquez que l'État arrive à recouvrer plus de 100% de ses prévisions, alors qu'il y a des grogne partout? Le médecin, les infirmiers, les entreprises, les gens ne sont pas payés. Quelqu'un passait ici hier, il a même dit, même à la présidence, il y a des impayements. Comment on recouvre à plus de 100%, mais on n'arrive pas à répondre à ses charges et à ses obligations? Est-ce que ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas de la démagogie que vous faites, vous, les gens du pouvoir? Il n'y a pas de la démagogie, c'est question de temps. Il faudrait que nous maintenions le même élan, que nous maintenions le même cap, pour que nous voyons maintenant l'impact, l'effet positif, l'externalité positive de cette action actuelle. Je pars directement par une illustration. Monsieur Perou-Louara, vous avez dans votre poche 50 francs. Alors vous savez qu'avec 50 francs, vous ne pouvez rien du tout. Mais vous avez fait un travail, ça vous rapporte le 100%. Ça veut dire que vous avez maintenant cette fois-ci 100 francs. Vous ne ressentez toujours rien. Et pourtant, vous avez cette fois-ci 100 francs. Pour que vous achetiez un pain, vous avez besoin de 200 francs.
Or, la situation déjà, elle est positive. Vous êtes parti de 50, vous avez 100. Mais il faudrait maintenant que vous continuiez avec le même élan. Quand vous aurez 200, vous ressentirez maintenant que vous commencez à résoudre votre problème de ventre parce que vous pouvez maintenant acheter le pain. C'est comme ça qu'il faut expliquer aux Congolais. Nous sommes maintenant dans une situation positive, mais il faut maintenir ça dans le temps afin de voir l'impact sur le social, le vécu quotidien des Congolais. Et attends, les surgelés, ça ne baisse toujours pas. Vous nous avez promis qu'on va acheter un carton de poulet à 10 $, un carton de poisson à 5 $, je ne sais pas même, je connais même plus les prix. Qu'est-ce qui se passe? Ça traîne. Quand ces histoires-là arriveront, il y a des gens pour qui nous demanderons la punition de Zacharie, puisqu'ils n'ont pas cru, ils seront obligés de devenir muets ou carrément quitter le Congo. Le président Félix Tshisekedi jusqu'ici a répondu ou encore a respecté toutes les promesses qu'il fait. Alors je pense, jusqu'ici, il faut croire à cette action gouvernementale. Vous avez vu la réponse qui a été par rapport à cette question. Nous sommes convaincus, nous continuons à croire. Le gouvernement de la République travaille pour que cette question devienne effective, pour que le Congolais vive effectivement, palpe effectivement cette promesse qui a été faite, et cela arrivera. Une certaine opposition qui s'y penche manquera des discours demain quand cela sera devenu un fait, parce que nous savons que ça deviendra un fait. Vous parlez de l'opposition. Comment se porte le Front commun? Katumbi nous a dit qu'il y avait quand même des sérieux problèmes à l'intérieur du Front commun, notamment des problèmes d'organisation, il n'y a pas de cadre de concertation. Est-ce que le Front commun, plus on avance, qu'est-ce que je raconte, les unions sacrées, plus on avance, est-ce qu'elle ne ressemble pas de plus en plus à un fourre-tout, à une histoire sans tête, sans queue, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de merde? Comment se porte l'Union sacrée aujourd'hui? L'Union sacrée se porte très bien. L'Union sacrée, c'est la réconciliation du Congolais avec lui-même. Le peuple congolais devait rompre avec tout ce qu'il a vécu hier, c'est-à-dire être à la merci des hommes politiques. Et dans ces cas, arrêtez de voir l'Union sacrée comme un rassemblement des politiciens. C'est pour ça que j'ai dit ici, c'est la réconciliation du Congolais avec lui-même. Le peuple congolais a commencé par lancer un appel de la conscientisation, notamment aux honorables députés qui étaient réduits justement en moutons. Ils s'alignaient là-bas à Kingakati. Alors il fallait activer la loi ou encore rappeler la constitution qui prohibe les mandats impératifs pour les députés, qui devraient être au service du pays, servir réellement l'État, être serviteur de la République qu'être serviteur de partis politiques ou encore d'un individu, puisque nous voyons comment il s'alignait chez un individu quelque part ici à Kinshasa. Alors l'Union sacrée, c'est un peu ça. Il faut donner à l'Union sacrée l'essence d'une réconciliation du Congolais. Et aujourd'hui, les leaders politiques qui ne comprennent pas ça finiront par être dans la poubelle de l'histoire, parce que aussi longtemps que le peuple congolais, c'est le peuple congolais qui constitue l'Union sacrée et que celui-ci porte le président de la République, alors lui, il est l'individu indispensable dans l'Union sacrée. Ou encore les leaders politiques qui comprendront qu'il s'agit d'une affaire du peuple et non des individus, ils s'y attelleront. Mais ceux qui ne comprendront pas, le temps nous donnera raison. Donc je voulais vous dire, en bref, l'Union sacrée se porte très bien. Mais quand Moïse évoque les questions de désordre à l'intérieur, vous dites quoi? Il a menti, c'est un menteur? Je ne sais pas, c'est son avis, je respecte son avis. Il n'a qu'à dire pourquoi il dit désordre, sur quel point il n'y a pas de cadre de concertation à l'intérieur, il n'y a pas de frontières, il n'y a rien. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il y avait un cadre de concertation avec la coalition Cash FCC, mais aussi la défunte MP. Avec Kabila, il y avait toujours un cadre de concertation, vous en connaissez les résultats. La productivité, en fait. Ici, nous parlons du peuple. L'Union sacrée, c'est le peuple. L'Union sacrée, ceux qui sont en train de parler des cadres de concertation sont des nostalgiques, notamment des anciens régimes, et ils savaient toujours pourquoi ils justifiaient ça pour essayer de tirer certaines ficelles par rapport à leurs intérêts. Ici, c'est l'heure du peuple. Nous parlons du peuple. Nous parlons d'une autre vision du Congo. Une autre vision du Congo qui est le changement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais que nous sommes encore en train de consolider pour que le Congo vive comme le père fondateur de la démocratie, à l'instar de Etienne Tshisekedi, ont rêvé. Et c'est exactement ça la vision de Maître Didier Boudimbo. Non, mais quand Katumbi dit qu'il fixe des lignes rouges, vous parlez de la loi Tiani. Moi, d'ailleurs, quel est votre point de vue sur la loi Tiani? Vous soutenez la loi de cette histoire des pères et des mères, vous, à l'AVC? Je pense nous avons laissé cette histoire évoluer. Nous l'avons laissé évoluer. Vous n'avez pas de position? Écoutez, nous l'avons laissé évoluer. C'est une loi qui est impersonnelle, qui n'a attaqué aucun Congolais. Nous avons un avis, nous n'avons pas d'avis, mais de toute façon, ce n'est pas nous qui allons voter. Alors nous avons laissé voir la sagesse des élus de la nation par rapport à ça. Et quand Katumbi dit que s'il est programmé, il va quitter l'Union sacrée, vous dites quoi? Je ne sais pas, c'est une menace à l'endroit de qui.
Parce que quand Moïse Katumbi, pour qui nous avons beaucoup de respect, ce n'est pas n'importe qui, est en train de menacer de quitter. Quitter quoi? Il veut quitter la voix du peuple, puisque l'Union sacrée, c'est la voix du peuple. Il menace qui? Le président de la République? Ce n'est pas le président qui a proposé cette loi, il n'est pas député national, ce n'est pas un député de l'UDP, c'est un Congolais lambda, comme vous pouvez aussi vous le proposer. Alors, le président Moïse Katumbi était en train de menacer qui? Et je ne sais pas pour quelle fin. Tout ça, ce sont des gesticulations d'hommes politiques qui n'ont pas encore compris l'essence ou encore la lecture du temps. Aujourd'hui, c'est le peuple, on ne parle pas d'individus. Il y en a qui ont cru hier, vous avez vu comment le FCC avait bombé les torses dans ce pays. Nous sommes beaucoup de partis politiques, nous sommes ceci, cela. On n'en parle plus aujourd'hui. Les députés, je viens de parler des députés aujourd'hui qui ont déjà compris qu'on sert le pays, on ne sert pas des individus. Si le président Moïse Katumbi s'accroche encore au nombre de députés autour de lui, mais ceux-là plutôt ont déjà compris qu'ils doivent servir le pays et non les individus. Alors c'est lui qui sera demain les gris comme nous voyons avec l'autre opposant déjà ici. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Notre invité de ces jours, Cédric Moudiantou, qui est donc cadre du parti Autre Vision du Congo, parti cher à Monsieur Didier Boudimbou, qui est ministre des Hydrocarbures. À l'heure où nous parlons, le ministre des Hydrocarbures, pour votre information, est d'ailleurs en Angola. Il va falloir négocier notamment des questions pétrolières avec l'Angola. Vous le savez, depuis un temps, l'Angola est en train d'exploiter notre pétrole. Est-ce que la République est allée... Donc, dans ce cadre-là, M. Boudimbou est en train d'y travailler. Rappelez-vous que je lui avais apporté mon soutien ici lorsqu'il avait même décidé d'arrêter le contrat avec M. Dan Gettler au niveau des blocs Alberti Albert. Et ça, c'était une bonne chose. Bon, on reviendra longuement là-dessus. Parlons un peu de la marche de M. Martin Fayulu. Autre vision du Congo, valeur de démocratie, valeur de respect des droits de l'homme. Fayulu, opposant, il écrit pour informer d'une marche, on disperse sa marche. Ça rentre en contradiction avec les idéaux de M. Etienne Tshisekedi Mulumba. Est-ce que vous ne faites pas du néo-kabylisme en interdisant les marches et en demandant à Ngobila de ne pas prendre acte?